La République, oui, la République, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Décryptage, une émission qui se propose de faire la lecture pour vous avec les acteurs sociopolitiques sur ce plateau de la vie sociopolitique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2024, nous allons nous intéresser à un sujet particulier avec un invité particulier. Nous allons nous intéresser à la question de la mort, mais aussi de la vie de Simon Kimbangu, le prophète africain. Aujourd'hui, 73 ans après sa mort. Que reste-t-il du combat de ce grand personnage de ce pays, la République démocratique du Congo? Et pour en parler, j'ai en face de moi un dramaturge qui a écrit d'ailleurs sur cette ce personnage, cette grande personnalité de la RDC. Il s'agit de M. Mbika Katende, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Oleko. Merci de m'avoir invité pour parler de ce grand homme que je porte depuis plus de 60 ans. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes dramaturge. Ça, c'est, on va dire, le chapeau avec lequel vous intervenez sur ce plateau. Mais aussi, vous êtes ingénieur en mine. Et en troisième lieu, vous êtes un mathématicien. Je n'ai pas oublié vos trois casquettes. Hein? Oui. Mais ici, j'ai rencontré Kimbangu très jeune. Ouais. Hein, j'espère que nous allons en parler. Pas le rencontrer comme tel. Mais écoutez, il y a de jeunes gens, des jeunes Congolais qui nous suivent. Souvent, on parle de Kimbangu de manière un peu ramassée comme ça. Déjà, il faut dire que dans les écoles, on n'en parle pas, on ne consacre pas beaucoup de temps sur ce Congolais, sur ce grand Congolais, on va dire comme ça. Qui est Simon Kimbangu? En tout cas, Simon Kimbangu, d'après moi, je n'ai pas toute la vérité. Justement. Mais, oui, justement. Donc, j'ai rencontré Kimbangu le 5 juillet 1960, j'ai 10 ans. Donc nous venions pour ceux qui connaissent l'Ikassi, je suis de l'Ikassi, nous venions ce jour-là de déménager de la commune de Panda, où mon père travaillait, à la commune de Kikula. Okay. Alors sur la même avenue, l'avenue Kundelungu, nous on avait acquis la maison sur le numéro 95. Alors quand on a terminé le déballage, etc. J'étais attiré par une maison peinte en blanc et vert. Justement. Alors je suis allé là, j'ai lu l'église de Dieu sur la terre, ou l'église de Jésus sur la terre, par le prophète Simon Kimbangu. Donc déjà ça m'a frappé avec les rudiments de catéchisme que j'avais. Donc le prophète Simon Kimbangu. Dans la connaissance de l'église catholique que vous avez? Non. La connaissance de l'église catholique où on m'a amené de force, je n'avais pas de choix. Mais là je tombe, je ne comprends pas. Alors, 2 ou 3 jours après, la maman du pasteur. Déjà, la couleur vous a La couleur m'a attiré. Parce que ça avait une signification. La couleur a toujours une signification. Vous avez l'espoir et vous avez la pureté. Voilà, le vert et le blanc. Le vert et blanc. Alors, plus tard, on se pose la question, comment un primérien, entre guillemets, ait pu percevoir en 1921 ces couleurs-là. Donc, déjà, point d'interrogation. Mais revenons à la petite histoire. Donc, 2 ou 3 jours après, la maman du pasteur, ayant senti le parler de ma mère, a compris qu'elles sont dans le même village. Okay. C'est comme ça qu'elle est venue, et elle s'est présentée, elle lui a parlé dans sa langue maternelle, et nous on était à côté en train de suivre. Donc elle explique que Kimbangu est décédé depuis 1921 et depuis 1951, et que son pasteur de mari était le jour où on a déterré Kimbangu, okay, en avril 1960, avril ou mars 1960. Quelques mois avant la conversation. Avant la conversation, c'est pourquoi... Parce que nous sommes en 1960. Nous sommes en 1960, et voilà, juillet, j'ai à peine 9 ans et 11 mois, et alors c'est comme ça que je suis en train de suivre que Kimbangu a été déterré et que son corps était intact. À cet âge, je n'ai rien compris. Mais j'étais tellement frappé
par la sincérité de madame, comment est-ce qu'on l'appelait, la maman Moulanga, l'aînée de sa fille, et l'aînée de ses filles, et épouse du pasteur. Justement. Voilà les éléments qui m'ont frappé. Et puis, quelques jours après, donc on a ressenti l'église qui était là le lundi, le mercredi, le dimanche, en train de chanter. Vous étiez dans ça. Nous étions dans ça. Nous étions imbibés dans ça. Et plus grave que ça, 2 ou 3 ans après, il y a eu scission dans la jeune église. À quelques mètres de chez nous, à gauche, chez Papa Kabea, il y avait une église, la même église. Okay. Et à quelques mètres, au numéro 101. 105, hein? Donc, nous, on était à 95. Voilà. Donc, si vous allez de l'autre côté, c'est 101. Il y a une église. Il y a une église. Et à 91. Donc, vous êtes là au milieu. Au milieu, pris entre les feux. Et alors, le résultat est que je commence à m'interroger. Mais qui est Kimbangu? Pourquoi il doit être si important pour moi? À 9 ans, je rappelle que vous avez déjà eu à faire quelques années de l'école primaire. De l'école primaire, vous n'en savez rien. Non, rien. Donc, maintenant, heureusement que vous posez la question, M. Leko. Donc, je suis à 10 ans, donc, j'ai 2 ans comme acteur de théâtre. Okay. Parce que j'ai eu la chance d'être initié au théâtre. Alors, je crois que c'est toutes ces combinaisons-là qui ont fait que je sois resté pendant des années avec Kimbangu. J'ai commencé à lire des livres, tous les livres qui sortaient, qui me tombaient sous la main, je commençais à lire Kimbangu. C'est comme ça que je connaissais les dates exactes, comme le 6 avril, c'est le jour où il a fait revenir à la vie une jeune femme morte il y a 48 heures. Alors, avec le temps, j'ai su que Kimbangu... Mort il y a 48 heures, vous dites. 48 morts il y a 48 heures, il a fait revenir à la vie, et c'était grave. Les hôpitaux se sont vidés, les écoles se sont vidées, les églises se sont vidées, et tout le monde a afflué vers Kamba. Voilà pourquoi on a dû arrêter Kimbangu, ça en était trop. Vous avez dit ici que vous ne détenez pas toute la vérité sur Kimbangu. Mais moi, j'ai voulu qu'on fasse un peu cette petite réflexion. Qu'est-ce qui a fait que l'administration coloniale puisse en vouloir à Kimbangu, mais justement, alors qu'il était le messager, justement, l'envoyé de Jésus-Christ? De Jésus-Christ. Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé. Justement. Ce qui s'est passé en avril 1921, c'est que Kimbangu fait revenir à la vie. Donc, il fait quelqu'un qui était déjà décédé, pour lequel on chantait nos chants de funérailles. Et voilà. Et voilà que Kimbangu vient, il prie, et il dit, lève-toi. Elle s'élève. Mais ça n'était trop. Donc, les églises se sont vidées, les hôpitaux se sont vidés, toutes les activités culturelles, ou plutôt les activités économiques, ont été arrêtées. Donc, des miracles extraordinaires. Extraordinaire, donc c'est pourquoi je l'appelle Kimbangu l'Africain. Donc Dieu a fait lever un Africain parmi les Africains pour témoigner de sa grandeur. Donc la grandeur ne vient pas du prêtre européen, la grandeur ne vient pas, la vérité ne vient pas du colonialiste, la vérité vient d'un Africain parmi les Africains. Il portait simplement la chemise. Il n'avait pas d'encens. Il n'avait pas de chasuble. Non, rien. Rien. Comme ça, il fait lever à la vie. Alors, donc, ce n'était pas aussi un docteur, un théologien. Non, non, un primérien. Il était catéchiste ou quoi chez les protestants. Alors, donc c'est tout ça qui a fait que, non, ils sont allés très loin. Si vous n'arrêtez pas ces dérapages, ça n'est fini avec la colonisation, le colonialisme. Donc, on va exploiter ce Congo comment? Quand les gens vont dire, donc, Dieu, pour lequel nous nous sommes cachés, que voilà, c'est Dieu qui nous envoie pour apporter la vérité. Mais ils ont la vérité. Donc, voilà comment et pourquoi il fallait arrêter coûte que coûte cette histoire. Donc, son action, ou l'action de Dieu à travers Kimbangu, c'est un tout petit peu de gêner. À gêner l'administration, parce que l'administration a compté sur l'église catholique et l'église protestante, sur l'administration et sur l'armée. Donc les 3 piliers. Donc un des piliers en 1921 avait la chance, si nous pouvons l'appeler comme ça, d'être écarté à jamais. Pillé, voilà, bouleversé. Bouleversé. Voilà pourquoi ils ont tout fait.
Ils l'ont condamné à mort. 30 ans de prison. Non, d'abord à mort. C'est parce que les voix se sont levées en Belgique qu'ils ont eu peur, ils se sont gênés. Et à ce moment-là, ils l'ont condamné à 30 ans de prison. Et vous dites aussi dans votre livre, quelque part, nous sommes toujours dans la vie de Kimbangu, avant d'entrer dans votre livre proprement dit. Oui. Vous dites que tout au long de sa détention, ses enfants ont été placés dans une prison des indigènes les plus dangereux. Oui, oui, c'est-à-dire quoi? Quand j'ai dit, évidemment, ils ont été relâchés. Donc quand Kimbangu est arrêté, en 1921, c'est avec femme et enfants. Okay. Et donc les enfants sont arrêtés. Les enfants sont arrêtés, on le présente comme étant un criminel. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont pris tous ces adeptes et les ont relégués à travers la République, sans savoir que par ce geste-là, ils venaient d'ouvrir la voie au kimbanguisme qui allait se répandre comme une traînée de poudre. Oui, jusqu'à aujourd'hui, nous les avons partout, même en Europe, en Amérique, partout. Donc, c'est-à-dire que Kimbangu est arrivé. Il a été arrêté, mais il est arrivé à Lubumbashi parce qu'il fallait l'envoyer plus loin. Et il est arrivé à Lubumbashi le 22 janvier 1922. Ok. Et voilà. Il est arrivé à Lubumbashi. Il est arrivé à Lubumbashi, on l'a placé. Il était arrêté à Mbanzangungu. Il est arrêté à Mbanzangungu. Ok. Et jugé de Tisville, et jugé. Et il est venu à Kinshasa. De Kinshasa, il a pris le bateau qui a fait Mbandaka, Kisangani. De là, il est descendu. Il a pris un petit train jusqu'à Kindu. Kindu, il prend un bateau. Il prend un bateau. Et non, il prend un bateau plus loin. Il arrive à Kindu. Kindu, il prend le train. Il prend le train de Kindu jusqu'à Kamina, Likasi qui était Jadoville, Lubumbashi, le 22. Donc, il a bouclé d'un côté. Il a bouclé d'un côté, qui est le Congo, et de l'autre côté, à partir du mois d'avril, il a été acheminé sur Kinshasa. Donc il a fait Lubumbashi, Kamina, Kananga, Ilebo, il est monté dans le train, il a fait, et pas dans le bateau, il a fait tout les grands Bandundu jusqu'à Kinshasa. Il a bouclé. Il est vrai qu'en tant qu'artiste, vous avez ce souci-là de recension, de restituer les faits à leur place et dans leur contexte. Mais il est aussi une question de savoir quel sens vous, en tant que dramaturge, donnez-vous, accordez-vous, attribuez-vous à la vie de Kimbangu, à toutes ces actions. C'est une très bonne question. C'est-à-dire, comme je l'explique simplement, voilà. Personne ne m'a parlé de Kimbangu. Oui. Vous comprenez? Donc moi, j'ai vécu. Je suis le seul, nous étions, je ne sais pas, à 7 ou 8 dans la famille. Je suis le seul ce jour-là d'être parti voir. Mais tout le monde a vécu la musique de Kimbangu, les prêches de Kimbangu. Non, il n'y avait pas encore de fanfare. À cette époque-là? Il n'y avait pas encore de fanfare. Okay. Mais tous mes frères et toutes mes soeurs ont vécu dans le kimbanguisme, etc. Et je suis le seul à m'être intéressé à la vie de Kimbangu et à comprendre que le créateur qui est juste et bon, il n'est pas passé par l'Européen pour nous parler de la religion. Il ne peut pas. C'est lui là, les Nzambi, Wani, les... Non, c'est-à-dire nous connaissions Mungu avant l'arrivée. Avant même l'arrivée. Avant l'arrivée. Alors leur problème était de nous détourner de notre spiritualité en nous imposant la leur. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté Kimbangu, parce que c'était dangereux que les Congolais sachent que le Dieu n'est pas européen. Alors que Kimbangu, son travail était un tout petit peu de faire cette reconnexion des Congolais africains avec leur vrai Dieu. Avec leur vrai Dieu. Et il a réussi. Et moi, tout jeune, j'ai dit ici que j'ai 9 ans et 11 mois. Et par après, je me suis intéressé jusqu'à fixer, on va en parler, jusqu'à fixer mon drame le jour de la mort de Kimbangu, le 12 octobre 1950. On va parler bien évidemment, une dernière question par rapport à sa vie. Que restait-il de la vie de ce grand homme africain, comme vous l'appelez si bien dans votre livre Kimbangu l'Africain? Non, mais c'est-à-dire que quand vous entrez dans chacun de nous, l'histoire du Congo,
des grands personnages tels que Lumumba, etc., et Kimbangu occupe la place. Parce que déjà à l'époque, en 1921, il prédit que le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Ouais. Malheureusement, nous ne sommes arrêtés qu'à l'aspect de l'indépendance, alors qu'il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de grandes vérités. Beaucoup de grandes vérités. De quelle vérité? Non, mais dis par exemple que le noir sera blanc, le blanc sera noir. Mais cela veut dire qu'il y a la réincarnation. Cela veut dire que les jours des grandes dates au Congo, il y a des Congolais qui se présenteront comme les blancs. Voilà. Malheureusement, ils ne vont pas jouer le rôle qui était prédestiné à travailler pour l'éveil de conscience. Donc, Kimbangu est le premier qui parle de la conscience congolaise, de la conscience africaine. Voilà pourquoi j'ai dit que sur ce chapitre-là, ce qui est resté de Kimbangu est éternel. C'est beaucoup de choses qu'il a fait. Il nous appartient à chaque génération de rappeler qu'en 1921, parce que 1921, M. Oleko, n'a pas été choisi au hasard. Rappelez-vous, le Berlin, 1885, ils prennent le pays 1890, ils découvrent le caoutchouc, etc. On commence à couper les mains. Ouais. Jusqu'en 1920, le deuxième génocide des Congolais, c'est plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. Plus de 10 millions. Alors, imaginez-vous en 1921, que quelqu'un vous dise que Dieu est avec vous. Pendant que la terreur est là. Malgré la terreur, il fait revenir à la vie. Quel prêtre a fait revenir à la vie? Non, quel prêtre a fait jamais revenir entendu. Mais voilà. Donc, c'est un il n'y a grand que coup. la messe des requiem, mais c'est fini. Non, c'est un grand coup. Donc, c'est le Kimbangu, son action du 6 avril. Ce n'est pas pour rien que le président de la République ait signé un décret ou une ordonnance pour reconnaître le 6 avril comme un jour férié. Voilà. Mais malheureusement, on s'arrête aux jours fériés, on devrait entrer en profondeur. Qu'est-ce que Kimbangu a apporté? Eh bien, chacun, suivant sa spécialité, allait décortiquer son enseignement et montrer les valeurs. Ici, c'est les dramaturges qui prend l'affaire le 12 octobre 1951 et qui fait un mélange de comment est-ce qu'on appelle ça, un mélange d'imaginaire et de réel pour en faire une grande pièce de théâtre qui devrait, à mon sens, être enseignée partout pour qu'on sache. Parce que le Congo, parce que ce pays fait aussi beaucoup pour la compréhension des actions, du combat, de la vie de Simon Kimbangu. Non, malheureusement. Ça dit que nous nous sommes arrêtés. Imaginez-vous, le président de la République prend une grande option. C'est la grande option. Une grande option de faire du 6 avril, le jour où on a fait revenir. Malheureusement, ce n'est pas lui qu'on doit encore rentrer. Non, mais qui viendra aux écoles enseigner. Voilà pourquoi déjà à l'époque, j'avais écrit la pièce Kimbangu l'Africain. Quand le président de la République revient de Kamba, mais j'écris à ses services. J'écris à ses services pour dire que voilà, il y a cette pièce. J'aimerais que le président de la République puisse patronner une grande pièce au niveau national pour qu'on puisse jouer les 6, etc. Donc, avant même que l'ordonnance soit prise. Malheureusement, les services n'a rien fait. Si la régie est avec nous, essayez un tout petit peu de nous mettre la couverture de cet ouvrage, de cette pièce de théâtre, Kimbangu l'Africain. Voilà, c'est la couverture de cette pièce de théâtre écrite par Kachimbika Katende, le dramaturge congolais qui a à son actif plus de 70 pièces de théâtre écrites. Oui, c'est-à-dire que c'est monsieur Oleko, c'est quoi? Souvent on néglige l'enfant. Moi j'ai dit tout homme est dans l'enfant. Ouais. Tout homme est dans l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant que je suis, je rencontre les calculs. Vous m'avez présenté ici. Je rencontre les calculs à 3-4 ans. C'est resté toute la vie. Je rencontre Kimbangu, du moins son église, et je commence à m'intéresser à Kimbangu. J'ai 9 ans et 11 mois. Vous voyez? Donc, alors, si nous faisons cela partout, nous allons nous intéresser.
Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais personne ne s'intéresse parce qu'ils ne parviennent pas à traverser l'avenue, ils ne parviennent pas à traverser le quartier, la commune, la ville, etc. Donc si les services pouvaient être attentifs à ce genre de choses, parce que nous venons de perdre ici le 6 avril, dont j'avais la primaire. Donc j'ai écrit à la présidence pour dire que voilà le président qui revient de Kamba. J'ai senti tout de suite qu'il n'allait pas passer à côté et qu'on allait jouer cette pièce à travers la République pour que la finale soit jouée à Kinshasa ici. Imaginez-vous, ça allait faire un boom extraordinaire. Donc les enfants allaient apprendre en jouant. C'est ça l'objectif, l'idéal. Voilà. Oui, mais malheureusement. Voilà, on va parler maintenant du livre. Merci beaucoup pour déjà ce que vous nous avez donné sur ce plateau et la nation a grandement besoin de ça. On va parler maintenant de votre livre préfacé par Joseph Ndundu Kiwila. Oui. Ici, vous parlez d'une histoire qui se passe dans un couvent, ou on va dire même précisément dans une chambre d'une religieuse qui a été surprise par l'intrusion d'un avocat, d'un avocat belge qui vient avec une arme, et il était là avec le corps de Kimbangu. Ça, vous avez mélangé le réel et l'imaginaire. Oui, j'ai imaginé le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire, nous revenons en 1921. En 1921, après ce miracle-là, grandiose, et Kimbangu est entré dans la clandestinité. Ouais. Comme il était catéchiste, quelque chose comme ça, protestant, il est allé voir les pasteurs et ils leur ont dit que je me rends aux autorités. Ouais. Ça, c'est la vérité. Maintenant, voilà ce que j'imagine. Voilà ce que j'ai ajouté. Quand il sort de la résidence des pasteurs, il rencontre une Européenne avec un enfant. Et cette Européenne, au courant que Kimbangu venait de faire revenir à la vie une Congolaise, cette Européenne lui tend l'enfant. Parce que l'enfant était malade. On n'a jamais trop su de quoi il s'agissait. Nous sommes en 1921. Quand il prend l'enfant, il cite son nom. La mère est étonnée. Il prie pour l'enfant, remet l'enfant à la mère, qu'il est guéri, et cet homme a été effectivement guéri. La mère est rentrée quelques années plus tard en Europe, et ce gars est devenu avocat. Sa mère parlait le Kikongo, il a appris le Kikongo à cet avocat, et cet avocat, avec le témoignage de sa mère, que si vous êtes maintenant guéri, vous aviez une maladie incurable, c'est grâce à Kimbangu. C'est comme ça que le gars, tout l'avocat qu'il est, c'est dit depuis 3 mois. Depuis 3 mois, il rentre maintenant au Congo pour voir Kimbangu, l'informer en 1951 de sa décision de porter plainte pour que le procès de Tizeville, de Mazangungu, de 1921, injuste, soit revu parce qu'il n'a fait aucune rébellion, il n'a rien fait. Nous sommes toujours dans l'imaginaire de l'artiste. Non, d'abord dans la vérité. La vérité, ok. Voilà. Maintenant, dans l'imaginaire, c'est que l'avocat va chercher à rencontrer Kimbangu, et il l'a rencontré vers le mois de septembre 1951. Quand il entre comme ça, Kimbangu l'appelle par son nom. Et il est tombé. Ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais vus. Il tombe à genoux, il le relève. Il dit, voilà, je viens vous chercher pour qu'on puisse reconsidérer votre sentence. Votre sentence. Kimbangu va lui dire que c'est déjà trop tard. Le temps qui m'a été imparti est terminé. Je pars. Je ne rentrerai plus jamais en prison. Et tout de suite, quand le commissaire de Lubumbashi, alors Elisabethville, a su, eh bien, on a placé des militaires autour de l'hôpital. Ils ont cru que Kimbangu allait s'enfuir. Kimbangu lui a dit non, c'est fini aujourd'hui. C'est ici. Et tout se décide. Ça se termine, ça ne sert à rien. Alors l'homme est parti. Effectivement, Kimbangu meurt le 12 octobre 1951. J'ai 1 année et 2 mois. Donc c'est pour vous dire que ça m'a beaucoup intéressé. L'historique. Kimbangu n'était pas malade.
Et il meurt comme ça. Il a dit à ses co-malades, hein, À l'hôpital, parce qu'un prêtre est venu de Banzangungu pour lui donner l'extrême onction et des histoires comme ça. Il lui a dit, je vais accepter si vous me dites quand est-ce que je meurs. L'homme n'a pas su. Il lui dit, je vais mourir le vendredi à 15h. Donc, c'est Kimbangu qui dit, ça c'est officiel, c'est historique. C'est historique. Alors, vous voyez, c'est une pièce de théâtre, c'est l'imaginaire et le réel. Justement. Kimbangu meurt à 15h. On l'amène à la salle d'opération. Mon avocat dans la suite. Eh bien, le miracle se produit dans la salle d'opération. Quand on ouvre, tous les intestins n'existent plus. Nous sommes dans l'historique. Historique. C'est vérifiable. C'est comme ça que quand les gens sont sortis de la salle d'opération, ils ont dit, ah, peut-être c'est un envoyé de Dieu. Ah, ils sont maintenant dans les peut-être. Ils sont peut-être dans le peut-être. Alors, on a placé son corps à la morgue. Maintenant, c'est l'imaginaire. Voilà. L'avocat, là, va voler le corps de Kimbangu. Et l'amener au couvent. Pourquoi il l'amène au couvent? J'ai été ici, monsieur Olé Coquin. On a fait ce qu'on appelle la relégation. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, le père de cet enfant-là, de la sœur. De la sœur, là, a été relégué. Esther a été reléguée où? À Likasi, qui est ma ville natale. Hein, a été reléguée à Likasi. Et les sœurs ont tout fait pour détourner sa fille de sa religion. C'est comme ça qu'elle a été envoyée en Belgique, où elle a fait la régence. Hein, c'était les 2 ans de graduat. Elle a fait la régence, etc. Malgré cela, malgré qu'elle soit régente ou quoi, elle occupe une chambre éloignée de tout le monde. Donc c'est pour dire que ce n'est pas certain. Hein, ils sont toujours un peu racistes. Un peu toujours, voilà. Racistes sur le bord. Alors ça a intéressé le gars là. C'est comme ça qu'il a choisi cette fille pour cacher son corps et le ramener le lendemain clandestinement. Il en a profité pour éveiller même la conscience de la fille. De la fille. Il a éveillé la conscience de la fille et pour ramener le corps à Kamba. Oui. C'est là où l'imaginaire se termine et le réel, c'est quoi? Kimbangu a été enterré le 13 octobre. Donc, l'imaginaire reprend en disant, Kimbangu dit maintenant à son ami avocat que ne vous en faites pas. Vous voulez me ramener en Kamba avec tous les risques que vous courez. Non, remettez-moi. Eux-mêmes, avant 10 ans, vont me ramener à Kamba. Eux-mêmes. Et c'est ça la réalité. Au mois d'avril, on a déterré Kimbangu et on l'a mis 61. En 1960. 60. On l'a placé sur le train et le train a fait l'autre moitié de l'arc qui est resté. Donc Kimbangu a bouclé le Congo. Le Congo restera un et indivisible, quelles que soient les armes. Quel que soit ce que nous entendons. Non, rien. Moi, je suis convaincu que par le fait d'aller vers l'Est, par Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Ubundu, Kindu, Kamina, Likasi, Lubumbashi, il est revenu par Lubumbashi, Likasi, Kamina, Mweneditu, Kananga, Ilebo, il a fait le tour jusqu'au port ici et véhicule jusqu'à Kamba. Je vais lire un extrait. Oui, je vous en prie. De ce que vous étiez en train d'évoquer ici, entre les réels et l'historique, oui, par rapport aux organes à l'intérieur de Kimbangu. Et l'avocat qui dit, le Belge, monsieur le commissaire, dites à sœur Esther qu'à la sortie de la salle d'opération de l'hôpital, les Européens sincères ont reconnu chacun en son fort intérieur qu'ils se sont peut-être trompés sur Kimbangu. Peut-être est-il réellement un serviteur de Dieu. Le commissaire a dit, pourquoi parles-tu de la sorte? Et l'avocat réplique, sur le plan scientifique, quel médecin peut expliquer la disparition des organes internes du prophète mort? Fut-il professeur d'université? Même la théologie catholique ou protestante est incapable de l'expliquer. Oui, incapable de l'expliquer. Mais qu'est-ce que l'Église catholique dit? Pour être canonisé, oui, le corps du saint doit rester intact.
Je vous pose la question, ce n'est pas votre rôle. Hein? Ce n'est pas votre rôle. Est-ce que le corps de Kimbangu à 60 était-il intact, oui ou non? Oui, il était intact. Donc, comment intact? Il était intact. C'est-à-dire, j'ai le témoignage du pasteur de notre avenue Koundelungu au numéro 101. J'ai 9 ans et 11 mois. Il dit que le corps était intact. Tout le monde a dit que le corps, en 1960, en avril, était intact, malgré les 9 ans. Les 9 ans passés. Malgré, parce que les catholiques ils le disent. Donc s'il s'agit de Saint-Valentin ou de Saint-Joseph, ça vous acceptez. C'est-à-dire que le gars doit avoir son corps intact après X années. Ils vont plus loin. Kimbangu avait fait un miracle. Oui, il a fait un miracle, parce qu'il a fait revenir à la vie. Donc pour moi, dans mon fort intérieur, Kimbangu est un esprit supérieur. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Oleko? Quand un esprit supérieur voit son corps malade qui meurt, l'esprit sort. L'esprit supérieur. Okay. Qu'est-ce que l'esprit supérieur fait? Quand il sort, il embrase tous les corps. Il embrase tous les corps. Et l'horloge cosmique de ce corps sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi le corps de Kimbangu va rester intact pendant X années, parce qu'il a été embrasé. Et l'horloge cosmique est sortie. Est sortie. C'est fort. J'y crois sincèrement. C'est-à-dire que le jour où le chef spirituel actuel me donnera l'occasion de le voir, j'ai toujours cru que Kimbangu, c'est un être extraordinaire. Voilà, son corps est intact. Parce que ce sont des choses qui ne se discutent pas. Il faut avoir la conviction. Les témoignages sont là. Oui, il faut avoir la conviction. Et j'ai la conviction. C'est comme ça que, pour la première fois, je rencontre l'actuel chef spirituel. Il dit qu'il me connaît. Il dit, mais ça fait longtemps, je vous cherche, vous étiez où? Alors que vous ne vous connaissiez pas. Non. Il dit qu'il me connaît. Les esprits supérieurs se rencontrent. Oui, il me dit que non, je vous reconnais depuis, ça fait longtemps. J'ai dit, oui, effectivement, ça fait longtemps. Donc, c'est pour dire que nous avons affaire à un personnage extraordinaire. Que vous expliquez bien d'ailleurs dans votre pièce de théâtre. Oui, c'est-à-dire pourquoi le théâtre? Pourquoi je n'en avais pas fait un roman? Un roman. Pourquoi le théâtre? Ou un essai. Parce que justement, monsieur Oleko, le théâtre a l'avantage de réunir deux éléments. Le premier élément, c'est que les spectateurs ont la possibilité, s'ils suivent très bien, de faire pénétrer en eux la lumière. La lumière qui leur dit quoi? Il faut aimer le prochain, il faut aimer Dieu par-dessus tout, etc., etc. Voilà la lumière dont les Congolais ont grandement besoin pour le moment. Deuxième phénomène que le théâtre donne, c'est rendre la vertu aimable aux hommes. Tout de suite, nous sommes sidérés. Il y a beaucoup de vols, en millions de dollars. J'ai dit, mais ces gens sont malades. Si vous me les donnez, je vais les guérir par le théâtre. Ils sont malades de quoi? Comment les guérir? Ils sont malades de ce que j'appelle la pandémie à dollar virus. À dollar virus. Je peux les guérir par l'art. La lumière va entrer en eux. Ils vont reconnaître leur tort et rendre la vertu aimable aux hommes. Vol est un péché grave. Justement. Donc vous êtes là, monsieur Oleko, père de famille, dans une église, etc. Et on apprend que, bon, vous ne le ferez jamais. Mais alors on apprend que tel monsieur-là a volé des millions. Mais c'est grave ça. Donc normalement, ce n'est pas pour rien que les Chinois tuent ces gens-là. Moi, je ne suis pas pour ça. Mais moi, je suis pour qu'on crie, comme on faisait dans notre tradition, on crie au scandale, que l'homme ait honte pour toute sa vie. Comment on fait? On revient un peu dans votre ouvrage. Comment on fait pour mettre en musique les réels et l'imaginaire dans un seul document, une seule pièce qui dure 24 heures. Qui dure 24 heures, oui. Dans une pièce, on vous identifie d'ailleurs comme l'homme des trois unités, l'unité d'action, oui. L'unité des lieux, l'unité des temps. Oui. Comment on fait pour mettre tout ça? Mais parce que justement, c'est une très bonne question, monsieur Oleko, c'est une très bonne question. Ça ne dépend pas de moi. Ok. Ça ne dépend pas de moi. De qui alors? Mais ça dépend de l'inspiration. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de l'art, vous êtes happé.
vous êtes happé. Ça ne dépend pas de vous. Vous êtes happé. Vous entrez dans un canal qui vous conduit à la beauté céleste. Voilà. Ce qui conduit à la beauté céleste. C'est là que tout se joue. J'ai porté cette pièce pendant X années. J'ai travaillé dans les mines, vous l'avez dit. Un dimanche, je suis pris par l'inspiration. Je commence à écrire. J'étais d'abord sur Kiantonde, qui a été, dont le miracle s'est produit. Et j'étais sur ce chapitre-là. Okay. Mais voilà que ce dimanche-là, en Zambie, en Ndola, eh ben, je reçois que la pièce se passe le jour de la mort de Kimbangu. Vous voyez, ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai préparé l'extérieur. Eh ben, je suis entré dans un canal par lequel passe la beauté céleste. Et j'ai reçu tout ça. J'ai écrit comme dans une dictée jusqu'à minuit. Là, vous parlez de l'importance du théâtre, un tout petit peu. Non, mais c'est-à-dire le théâtre est l'unique voie qui va nous conduire à maîtriser l'art. L'art, M. Oleko, est le fils aîné. C'est cette discipline. Et le fils de cette discipline, l'art est le fils aîné de la culture. La culture est notre fondement. La culture est notre fondement, notre âme collective, dans laquelle nous allons nous retrouver en tant que Congolais, qui ont été choisis par les créateurs. Il nous a placés dans ce bassin du Congo, plein de minéraux. Ce n'est pas par hasard. Mais la condition est que nous puissions nous retrouver notre âme. Et cette âme ne peut être retrouvée que par le théâtre engagé et engageant. Donc voilà mon combat. Engagé et engageant. Ah, que dire de plus, M. Kachikatendi? C'était une discussion passionnante que nous venons de passer. On n'a pas vu le temps couler. Oui, je vous rappelle que nous avons déjà fait une trentaine de minutes. Nous allons vers les 40. On me signale à la régie. Et à fin de compte, M. Kachikatendi, est-ce que, comme vous dites ici, l'art simplement oui, mais comment on peut arriver à sauver ces pays de ces vices par cet art particulier que vous nous présentez ici avec le théâtre? Parce que nous venons ici de décortiquer en quelques mots un livre qui nous remet vraiment dans un contexte de notre histoire. Là, il faut le dire. Oui. Mais comment on peut guérir ce pays de ces maux à travers ces théâtres? Vous avez effleuré ici la question des vols au sommet de l'État, dans l'appareil de l'État. Ils sont des malades. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans d'autres secteurs où nous sommes malades. Voyez-vous un peu comment on gère. Par exemple, je prends un cas, les immondices. Comment est-ce que le théâtre peut nous guérir dans tout ce que nous faisons? Très bien. Donc, vous parlez des immondices. Les immondices, c'est la saleté. C'est la saleté. Le théâtre vous parle de l'harmonie, de la beauté. C'est là où la beauté, monsieur Oleko, a atteint un certain niveau. Vous ne sentez pas la saleté. Vous ne supportez pas la saleté. Celui qui connaît, comme j'ai fait des efforts, hein, donc tous les déchets que j'ai fait là, je les mets dans mes poches. Donc vous ne me verrez jamais jeter pot de banane ou quoi, ou simplement la bouteille là. Hein? Non, c'est-à-dire que j'ai atteint un certain niveau de beauté que je prends tout ça sur moi, on va enlever ça à la maison. Alors, le théâtre, parce que nous avons dans notre tête, M. Oleko, le théâtre de rire, il faut être ventru, fessu. Donc, non, cette pièce est jouée par des gens qui sont en costume. Donc la beauté n'est pas dans le costume, la beauté est dans ce que nous disons. Donc si nous disons des choses vraies, ça ne peut que frapper, ça va apporter la lumière, ça va rendre la vertu aimable aux hommes, et chacun doit venir faire un effort pour être au rendez-vous, etc. Et je peux vous donner l'exemple que j'ai des amis qui disent que donnez-leur la possibilité, ils terminent les embouteillages. Il faut seulement leur donner la possibilité. Oui, ils terminent les embouteillages. Je vous donne un seul signal. Les voitures, les véhicules ont une forme géométrique, n'est-ce pas? Eh bien, la géométrie n'est plus enseignée dans nos écoles. Déjà n'est plus enseignée dans nos écoles. Les angles et tout. Non, la géométrie n'est plus enseignée dans nos écoles. Donc, un policier, malgré toute sa bonne volonté, les formes géométriques
là, qui passe devant lui. L'échappe. Non. Donc vous voyez, mais entre-temps, toute une ville est asphyxiée. Les gens arrivent en ville, fatigués, fâchés, ils vont travailler comment? Donc vous voyez, avec la culture, avec l'art, le fils aîné, nous pouvons revenir à nous-mêmes. Dieu ne s'est pas trompé en nous mettant sur le bassin du Congo. Le peuple est là, vaillant, travailleur, etc. Avec les gens avec qui j'ai travaillé, à un certain moment, quand j'ai fait une exception, ils me posent la question, est-ce que vous avez étudié en Europe? Non, au Congo. Ici. Ici. Donc moi, je ne peux pas injurier comme on le fait. Oh, Mboko. Non. Dites que Valentin n'a pas été gentil. Jérôme n'a pas été gentil. Le Congo, il est là. Il nous a tout donné. Il a tout donné. Il faut aimer le Congo et se battre pour ce cher Congo. Merci beaucoup et se battre pour ce cher Congo. Oui. Monsieur Kachikatende, nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement. Chers téléspectateurs, Oui. vous avez compris, les débats étaient très intéressants, mais la télé, c'est aussi les temps. Voilà, partout. Et je ne sais pas si on a manqué à dire quelque chose qui vous tenait à cœur. On a parlé d'un côté de Kimbangu, sa vie et le livre que vous avez mis à disposition pour mieux comprendre l'histoire de ces grands hommes, Kimbangu l'Africain. De l'autre côté, on a parlé aussi de l'importance de l'art, spécialement du Tout théâtre. a été dit. Tout a été Voilà, dit. tout a été dit. Je vous Qu'est-ce que vous remercie. dites? Non, je suis heureux d'être reçu par vous. Je vous souhaite une fructueuse carrière. Merci beaucoup. Et je remercie les responsables de la télé. Et je dis qu'avec les gars comme les Olé, on ira plus loin. Donc tout a été dit, je ne peux rien ajouter. Je ne fais que remercier. J'ai dit que le 12 octobre 2024, ça sera le 73e anniversaire du départ de Kimbangu. Eh bien, nous devons doubler de vigilance, doubler d'action pour que l'action de Kimbangu soit connue par tout le monde, parce qu'il a dit de grandes vérités. Jusque-là, on a pris une minime partie. Oui. Voilà, merci beaucoup d'être Merci. passé sur le Oui. plateau de décryptage. Monsieur Kachikatende, les dramaturges, je l'ai dit, avec plus de 78 pièces de théâtre à son actif qui sont disponibles. Il suffit simplement de contacter, entre autres, Géopolis Télévision, notamment le numéro qui est au bas de votre écran. Vous serez servi avec ces beaux œuvres. Je vous rassure, ce sont des beaux œuvres. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de nous avoir accompagnés pour que cette émission vous arrive à la maison, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on a parlé de la vie de Kimbangu parce que dans quelques jours ici, c'est bien évidemment le 73e anniversaire de sa mort, de la mort de ce grand homme congolais, de la mort de ce grand homme africain. Moi, je vous retrouve très prochainement avec cette émission Décryptage avec le même plaisir. Au revoir.